Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Pour débuter cet épisode, je vous emmène en Amérique latine le 16 septembre dernier, jour de fête nationale mexicaine. Comme chaque année, un grand défilé militaire est organisé à partir du Zócalo, la place centrale de la ville de Mexico. Ça ressemble un peu à notre défilé du 14 juillet, mais de l'autre côté du monde. Et comme c'est la tradition, la présidence mexicaine a invité une vingtaine de délégations étrangères à défiler aux côtés de ses propres troupes, essentiellement des pays d'Amérique latine. El Salvador, La República de Ecuador, Cuba, la República de Panamá, Chile, Honduras. Nicaragua et Guatemala. Mais au milieu de tout cela apparaissent également une quinzaine de militaires russes en uniforme. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est la première fois que des soldats de Moscou défilent ainsi aux côtés de leurs homologues sud-américains. Vemos pasar al personal militar de la Federación de Rusia. Inutile de dire que l'invitation envoyée à Moscou a ému au-delà des frontières mexicaines. Les justifications du président de gauche, Andrés López Manuel Obrador, peinent à convaincre Kiev, qui regrette de ne pas avoir reçu son propre carton d'invitation. On frôle l'incident diplomatique. Cette anecdote, c'est un indice, parmi d'autres, de l'immixtion de plus en plus importante de la Russie en Amérique latine. Comment Moscou s'évertue à conquérir l'Amérique du Sud et pourquoi? Voilà les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Mon interlocuteur du jour s'appelle Axel Gilden et à l'Express, il est grand reporter au service Monde. Sa zone de prédilection, c'est l'Amérique, de Toronto à Santiago. Bonjour Axel. Bonjour. Axel, dans un article récent pour le journal, tu as mis en lumière plusieurs faisceaux d'influence russe en Amérique du Sud. On va les passer en revue. On commence par un point important dans ton papier, les agents d'influence médiatique. Oui, bien sûr, effectivement, Moscou a beaucoup investi pour développer les médias, notamment RT et Sputnik, qui sont interdits en France, mais qui existent dans d'autres langues, et notamment en Amérique latine, en espagnol. Et ce sont des chaînes qui sont très suivies tout d'abord, et qui ont des bureaux au Nicaragua, au Venezuela, à Cuba, qui sont des pays autoritaires alliés, mais aussi à Buenos Aires et qui sont suivis un peu partout. Très suivi, ça veut dire aussi sur les réseaux sociaux? Oui, alors RT en espagnol, par exemple, a 3,5 millions de followers sur ce qu'on appelait Twitter et ce qui s'appelle aujourd'hui X, et 17 millions sur Facebook. Donc c'est pas rien. En comparaison, France 24 en espagnol, c'est 175 000 followers sur Twitter, donc 20 fois moins. Et 270 000 sur Facebook en langue française, par comparaison à 17 millions. Donc la différence est considérable. Mais c'est pas le seul signal de l'influence russe sur les réseaux. TikTok a aussi de très jolies influenceuses, qui sont des jeunes femmes très intelligentes et parfaitement hispanophones, propagent des messages politiques entre deux tutos beauté. Et par exemple, le 9 mai dernier, alors l'occasion de l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est le 9 mai en Russie, qui est le 8 mai en France et en Europe occidentale, toutes ces influenceuses se sont mises à diffuser un message politique similaire sur le thème. Ce sont les Russes qui ont battu les Allemands plus que les Occidentaux. Donc on voit qu'il y a un effort coordonné là, et que c'est en fait pas seulement des influenceuses beauté, loin de là. Et puis l'autre mesure de la présence russe qu'on peut voir aussi en Amérique latine, c'est la présence tout simplement de touristes russes, puisqu'il y a beaucoup de touristes qui peuvent plus aller dans le destination de prédilection. Donc ils vont dans des pays amis, par exemple au Venezuela, sur l'île de Margarita, qui est aujourd'hui un lieu de tourisme où il y a beaucoup de Russes, mais aussi en Basse-Californie du Sud, c'est-à-dire la région mexicaine du nord-ouest du Mexique, qui est très proche des États-Unis, où là aussi on a repéré des yachts d'oligarques, et donc cette présence se voit aussi au tourisme. Ça, c'est sur les plans culturels et numériques, mais sur le plan diplomatique, quel lien Vladimir Poutine entretient-il avec ses homologues latino-américains? Alors, malgré la guerre en Ukraine, la Russie a encore de solides appuis en Amérique latine. Beaucoup de leaders de gauche, l'Amérique latine est imprégnée quand même par une pensée de gauche, beaucoup, soutiennent plus ouvertement Vladimir Poutine. Alors, plusieurs exemples. Par exemple, Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain qu'on surnomme AMLO, par ses initiales, s'est déjà moqué de Zelensky dans ses points presque quotidiens.
Et par contre, il n'a jamais aucune critique à formuler à l'égard de Poutine. Et un spécialiste que j'ai interviewé pour cet article me disait qu'en fait, il y a une espèce de fausse neutralité qui est entretenue dans la bouche de ce président mexicain vis-à-vis du conflit. Il minimise la responsabilité de la Russie et met le pays agresseur sur un pied d'égalité avec l'Ukraine. Donc c'est assez subtil comme manière de faire. Mais il n'est pas le seul. Lula, bien sûr, qui avait donné une interview retentissante où il ironisait sur Zelensky. Et Lula, lui, c'est pour des raisons un peu différentes, en fait, plutôt par anti-américanisme, que il a une inclination vers Vladimir Poutine. Bolsonaro, lui aussi, était proche de Poutine. Et évidemment, cette proximité peut surprendre puisque Bolsonaro était plutôt d'extrême droite, Vladimir Poutine est russe. Et en fait, il y a une espèce de fantasme qu'on retrouve en Amérique latine, mais qu'on peut retrouver aussi en Europe, une fascination même pour l'homme fort qui va défendre l'Occident chrétien sur des valeurs familiales, anti-LGBT par ailleurs, et ce genre de choses. Axel, est-ce que cette proximité se traduit aussi par des visites d'État ? Oui, alors Vladimir Poutine ne peut pas se déplacer en Amérique du Sud, il risquerait d'être arrêté tout simplement, puisqu'il y a une procédure internationale à son encontre. Mais Lula a reçu le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en grande pompe même, à Brasilia, avec tous les honneurs. Les diplomates russes, bien évidemment, se rendent toujours régulièrement au Venezuela. Et puis, il y a une présence diplomatique forte au Mexique. La guerre, en somme, la guerre n'a pas changé grand-chose pour les relations diplomatiques entre Moscou et l'Amérique latine. Au contraire, Moscou a réinvesti ce champ de plus belle. Et puis, Vladimir Poutine peut aussi bénéficier, au-delà de la diplomatie, d'autres relais sur place. Quel type de relais ? Eh bien, l'espionnage. Bien évidemment, l'ambassade de Russie, par exemple, au Mexique, est aujourd'hui la mieux dotée du monde. Il y a 85 diplomates en poste au Mexique, ce qui est complètement démesuré par rapport à l'importance et à la taille du Mexique. Cela, c'est à mettre en parallèle avec tous les diplomates qui ont été expulsés de pays occidentaux, de Nations Unies. Et donc là, au contraire, le Mexique a pris en charge une partie de ces diplomates. Il en vient d'accréditer sur ces 2 dernières années une trentaine, ce qui est beaucoup. Bien sûr, l'ambassade de Russie au Mexique a toujours été importante. Pourquoi ? Parce que le Mexique est le pays voisin des États-Unis. Donc si la Russie a des espions en poste, incognito, infiltrés aux États-Unis, ils peuvent venir au Mexique parler avec leur officier traitant qui, lui, se trouve dans l'ambassade, puisque les ambassades, sous couvert d'accréditation diplomatique, ont toujours et traditionnellement, et pour pas mal de pays d'ailleurs, toujours abrité aussi des espions. On a passé en revue les diplomates, les présidents, les espions. Et au niveau international, Axel, par exemple aux Nations Unies, comment se positionnent les pays d'Amérique latine vis-à-vis de la Russie ? Là, c'est un petit peu la même chose que cette fausse neutralité que j'évoquais tout à l'heure. La Russie et l'Ukraine sont un petit peu mises sur un pied d'égalité et ça peut se mesurer par exemple au vote après le massacre de Boutcha au début de la guerre où le Mexique et le Brésil se sont abstenus de suspendre la Russie à la Commission des droits de l'homme de l'ONU alors que cette suspension était demandée. Mexique et la Russie ont dit non, on ne vote pas contre la Russie. En Amérique latine, globalement, il y a seulement 2 chefs d'État qui ont pris des positions fortes contre la Russie et contre l'invasion de l'Ukraine. C'est d'une part Gabriel Boric, le président du Chili, et le président d'Uruguay, Lacalle Pou, et les 31 autres chefs d'État de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, de la Caraïbe, eux, se sont abstenus. Ça veut quand même dire qu'il y a soit des pressions, soit une affinité, il y a quelque chose de pérenne dans la relation avec l'Amérique latine pour Moscou. L'Amérique latine développe des liens politiques, diplomatiques et culturels de plus en plus étroits avec Moscou, mais vous allez l'entendre, la proximité entre les 2 régions ne date pas d'hier. Axel, en préparant cet épisode, tu m'as conseillé d'inviter une experte qui connaît parfaitement les relations entre l'Amérique du Sud et la Russie. Elle va nous aider à démêler ces liens complexes. Je m'appelle Elisabeth Burgos. Je suis née au Venezuela, mais je vis en France depuis très longtemps. Mon parcours a d'abord été ce qu'on appelle révolutionnaire professionnel pendant quelques années, où j'ai vécu à Cuba. Et puis finalement, j'ai atterri en France. Mais j'ai parcouru toute l'Amérique latine. Je connais un peu l'ensemble du continent. Lors de notre entretien, on lui a notamment demandé à quand remontaient les relations du continent avec la Russie.
Les premières relations ont toujours existé, disons, parce que avant les États-Unis, il y avait déjà des universités dans l'Amérique latine et des cathédrales, des églises. Il y avait une présence culturelle. Mais c'est surtout après la Révolution russe que, évidemment, la Russie s'est intéressée. Pourquoi ? Parce que l'idée du communisme, c'est la révolution mondiale. Et donc, l'internationale communiste s'est créée en 1919, c'est-à-dire très peu de temps après la révolution. Et donc, cette internationale, tout de suite, on envoie des agents en Amérique latine. Mais en fait, à l'époque, c'était des révolutionnaires professionnels. Et je me permets d'ajouter qu'à l'époque, pour les communistes, il y avait deux façons de voir le monde. Il y avait d'une part le libéralisme représenté par les pays anglo-saxons qui ont fait leur révolution industrielle, et de l'autre côté, un monde plus traditionnel, plus religieux, finalement plus agraire et agricole, qui était le monde de l'Amérique latine, et qui a fait partie de ce monde-là. Et l'Amérique latine, qui n'est en fait pas imprégnée par le libéralisme, qui s'exprime évidemment surtout dans l'Amérique anglophone, c'est-à-dire en fait aux États-Unis. A contrario, l'Amérique latine est une société en quelque sorte plus archaïque, plus religieuse, plus traditionnelle et même plus conservatrice, on pourrait dire. Et ça, les communistes l'ont identifié comme un terrain de jeu sur lequel ils pouvaient s'appuyer et travailler les esprits sur l'idée de collectif, en fait. Ça, Axel, ça rejoint le reste des explications d'Elisabeth Burgos. Tout ça se développe très rapidement et il y a quelque chose encore d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a des révoltes communistes et participation à des gouvernements communistes en Amérique latine avant l'Europe. Il y a eu une révolte communiste au Salvador dans les années 30, au Brésil, et puis il y a eu à Cuba, en 1940, la participation des 3 ministres communistes au gouvernement de Batista, du premier gouvernement de Batista. Et puis Cuba, qui est devenu un peu le phare du communisme dans la zone Caraïbe et Amérique centrale. Justement, Elisabeth Burgos nous a aussi raconté comment les Russes étaient parvenus à étendre leur influence sur le continent sud-américain en s'appuyant sur Cuba. Tout cela, ils ont compris que militairement, ils ne pouvaient pas l'importer en Amérique latine. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé, bien sûr, les contacts des Cubains qui parlent espagnol avec les Latino-Américains pour exercer une pénétration beaucoup plus forte. Et on parle, par exemple, moi j'ai lu des travaux sur la quantité des propagandes soviétiques qui est entrée en Amérique latine, mais c'était des tonnes. Des revues en espagnol, des revues avec des photos, genre Paris Match, la revue internationale qui se faisait à Prague, dans toutes les langues du monde. À ce moment-là, lorsque Moscou inonde l'Amérique du Sud de sa propagande, on est en pleine guerre froide. Axel, dans quel camp s'est retranchée l'Amérique latine ? L'Amérique latine, elle est historiquement le précaré des États-Unis, déjà depuis au moins le début du 19e siècle. Donc c'est la fameuse doctrine Monroe. Voilà, c'est la partition du monde. Voilà, l'arrière-cour des États-Unis, c'est la Caraïbe et l'Amérique du Sud. Et pendant la guerre froide, il y a une vague de révolution communiste en Amérique latine, notamment la révolution cubaine, notamment la révolution sandiniste au Nicaragua, et la préoccupation des Américains, qui vont d'ailleurs le faire souvent avec l'aide de la CIA, c'est d'empêcher que ça ne se propage plus loin. Par exemple, au Guatemala, en 53, il y a eu un coup d'État célèbre contre Jacobo Arbenz, la première fois où la CIA intervient vraiment de manière claire, c'est là. Il s'agit de repousser la Russie, en fait, enfin l'URSS, comme on disait à l'époque, et la Russie, elle, cherche le contraire, bien évidemment, c'est à élargir son leadership sur le continent à travers cette tête de pont qu'est Cuba, qui est géographiquement bien placée. Et Cuba représente un atout majeur pour la Russie en Amérique latine, pour cette raison géographique, et aussi grâce à Castro, parce qu'il y a en fait un hasard de l'histoire qui fait que la personnalité de Castro, qui est vraiment hors norme, qui est un atout pour Moscou qui va finalement coopérer avec cette personnalité. Je pense qu'Elisabeth Burgos a dû t'en parler. C'est l'idéal d'avoir à 90 000 des États-Unis un pays communiste. Et c'est plus que stratégique. C'était être à la porte des États-Unis sans avoir tiré un seul coup de fusil. C'était énorme pour la Russie. Énorme. Alors ce rapprochement culmine avec la crise des missiles à Cuba en octobre 62. Khrouchtchev fait installer des missiles à Cuba pointés sur les États-Unis. Les États-Unis, grâce à un travail d'espionnage, le découvrent. 2 semaines de tension, le monde a peur d'être vraiment au bord de l'apocalypse nucléaire. Et finalement, Kennedy et Khrouchtchev négocient et les missiles sont retirés de Cuba. À partir de Cuba, l'Amérique latine rentre de plein pied dans la guerre froide. Il faudra attendre les années 90 pour que les relations entre Moscou et la Havane évoluent.
Donc la fin de la guerre froide et la chute de l'URSS, évidemment, ça a beaucoup changé parce que ce qu'ils ont fait les Russes, c'est tout de suite cesser d'entretenir Cuba. Et donc ils ont fermé l'entretien de la grande ballerine, la grande maîtresse dans les Caraïbes, parce que c'était ça. Au même moment, il se passe plusieurs choses. Il y a aussi tous les régimes autoritaires, les dictatures en fait, les dictatures de droite là pour le coup, du cône sud notamment, Chili, Argentine c'était un peu plus tôt, Uruguay, Paraguay qui s'effondrent. Les guérillas révolutionnaires, castristes ou marxistes ou pro-soviétiques disparaissent progressivement parce que leur raison d'être a disparu aussi avec la fin de la guerre froide. Et on assiste dans les années 90 à un processus de redémocratisation et de partenariat économique accru entre les puissances régionales. Et il émerge toute une génération de leaders politiques qui veulent prendre leur distance avec les États-Unis et à la fois de maintenir des relations avec Moscou, car ce partenariat va permettre de faire contrepoids à l'oncle Sam en quelque sorte. Tout ça dans un bain culturel d'anti-américanisme qui s'explique aussi pour des raisons historiques anciennes. Les relations entre la Russie et l'Amérique latine sont donc largement basées sur l'anti-américanisme, mais aussi sur une vision du monde commune et très spécifique. Axel, quand on parle de l'influence russe à l'étranger, le premier exemple qui nous vient à l'esprit, c'est l'Afrique. On en a beaucoup parlé dans La Loupe. On a notamment expliqué que sur le plan idéologique et commercial, Moscou prospère dans les anciennes colonies françaises qui cherchent à s'émanciper de l'ancien colon. Est-ce qu'en Amérique latine aussi, la Russie peut s'appuyer sur ce type de rhétorique anticoloniale ? Il y a des similitudes et des différences. C'est vrai que partout, la Russie prospère sur le rejet des puissances impérialistes. L'Afrique a véritablement été colonisée au sens propre du terme. Nous, Français, on est quand même bien placés pour le savoir. Et en Amérique, l'Amérique du Sud s'est libérée de la tutelle espagnole. Et au 19e siècle, elle n'a pas été colonisée. Mais au 19e et au 20e siècle, c'est vrai que l'ascendant américain, nord-américain, est très fort. Donc, il y a aussi un sentiment entre guillemets anticolonial ou qui existe et donc qui rejoint la vision de Moscou qui voit donc des intérêts communs à s'opposer à Washington. À ce sujet, il y a une histoire assez marquante. Si je te parle d'Alexandre Douguine, est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, tout à fait. C'est un proche conseiller de Vladimir Poutine. Il est souvent considéré comme le principal idéologue du poutinisme. On en avait d'ailleurs parlé dans un podcast consacré au président russe. En effet, nous avons parlé plusieurs fois dans l'Express de Alexandre Douguine. Et là, dans cet article plus spécifique que nous évoquions sur l'influence russe en Amérique latine, c'est un petit peu le petit scoop de cet article, c'est que on a découvert un article de 15 pages d'Alexandre Douguine, publié dans la revue stratégique de l'école de guerre brésilienne, laquelle école de guerre est financée par le ministère de la Défense brésilien, en gros par l'État et le gouvernement brésilien. Et donc c'est une revue très sérieuse. Et donc l'idéologue de l'invasion ukrainienne finalement développe une doctrine qu'il appelle d'ailleurs la théorie du second monde. La théorie du second monde, qu'est-ce que c'est ? En gros, dans sa pensée, qui est assez complexe dans la pensée d'Alexandre Douguine, et qui est d'ailleurs assez verbeuse, si je peux permettre, dans ce qu'il écrit. C'est très alambiqué, ça a un vernis intellectuel. Il faut dire qu'Alexandre Douguine lui-même est quelqu'un qui parle une dizaine de langues, qui est un brillant intellectuel, admiré aussi par l'extrême droite française. Mais en gros, la théorie du second monde, c'est entre le premier monde et le tiers-monde, comme on disait à l'époque de la guerre froide, on a oublié tous les pays intermédiaires qui faisaient partie de ce système. Et ce second monde est en train de réémerger aujourd'hui et est constitué principalement, comme par hasard, de ces pays du sud global qui sont quand même des grands pays, les pays du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et auquel il ajoute le monde arabe, et tous ces pays du second monde, selon Alexandre Douguine, convergent pour s'opposer au premier monde et recomposer l'ordre mondial actuel. Et ce genre de discours, Axel, est-ce que ça a une résonance en Amérique du Sud ? Oui, parce que plusieurs pays d'Amérique du Sud aspirent à avoir plus de poids dans le concert des nations. Le Brésil cherche déjà depuis longtemps, par exemple, à intégrer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce genre de théorie qui consiste à dire à l'Amérique du Sud que vous devriez avoir plus de poids, évidemment, ça a une résonance. Là où c'est inquiétant, c'est que Douguine, et c'est là où il est très spécieux dans son intellectualisation de tout, c'est que ces théories servent aussi à justifier la guerre en Ukraine. Il écrit, par exemple, souvent, le changement de l'ordre mondial s'effectue par le biais de guerres mondialisées. Et il continue, la construction d'un monde multipolaire
passera aussi, hélas, par des guerres. Voilà, c'est une façon de dire, malheureusement, dans la recomposition, dans la phase que nous vivons actuellement, nous sommes obligés et contraints d'agresser et d'aller tuer des gens en Ukraine parce que c'est comme ça que le monde se développe actuellement. Et évidemment, c'est pousser un peu loin le raisonnement. Et selon toi, ça peut expliquer la position ambiguë de certains leaders latino-américains vis-à-vis de la guerre en Ukraine ? Eh bien oui, en fait, cette théorie a une résonance en Amérique du Sud parce qu'elle parle à la fois à la gauche qui veut exister dans le concert des nations et qui depuis longtemps essaie de développer ce dialogue sud-sud. C'était d'ailleurs un des axes de la politique des premiers mandats de Lula au Brésil. C'était la diplomatie sud-sud. Et puis ce discours a aussi une résonance chez les gens de droite qui ont des affinités avec ce discours de puissance forte autoritaire. Dans laquelle il se retrouve. Donc c'est exactement le schéma Poutine pourrait être transposable à l'extrême droite bolsonariste si on le souhaitait. Donc c'est un discours qui marche pour tout le monde en fin de compte. Tout ça, c'est sur le plan idéologique. Qu'en est-il sur le plan commercial ? Sur le plan commercial, l'influence russe, elle se voit beaucoup moins économiquement parce que l'allié des grands pays sud-américains, qu'il s'agisse du Brésil ou de l'Argentine, c'est la Chine. Le Mexique a comme partenaire commercial principal les États-Unis, mais développe aussi ses relations avec la Chine. Donc la Russie pèse peu économiquement. Donc pour le moment, ce dont nous sommes en train de parler, c'est principalement de l'entrisme idéologique et politique. Merci Axel. Grâce à tes explications, on comprend beaucoup mieux la position complexe des pays d'Amérique du Sud vis-à-vis de la Russie. À bientôt Charlotte. Axel Gilden, grand reporter au service Monde de l'Express et spécialiste des Amériques. Tous tes articles et tes reportages sont disponibles sur le site de l'Express. Si vous n'êtes pas déjà abonné, chers auditeurs, profitez-en. La souscription ne coûte qu'1 € les 2 premiers mois en ce moment. Et si cette analyse vous a intéressé, vous pouvez aussi suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, Deezer, Apple Podcast ou Spotify par exemple. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à nous laisser des commentaires ou même à nous écrire à l'adresse laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.